Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Grand Débat du Web. Le Grand Débat du Web, qu'est-ce que c'est? C'est une émission de Digital Business News chaque semaine, chaque vendredi, pour vous permettre d'aborder tous les grands sujets qui font l'actualité du Web au sens large avec les grandes voix du Web. Ils sont une douzaine qui vont se relayer régulièrement sur ce plateau pour venir avec nous parler de 3 sujets lors de chacune des émissions. Une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Jennifer Eisenman. Bonjour. Bonjour Bertrand. Ça va bien? Super. On a 3 thèmes aujourd'hui, comme chaque fois. On parlera de YouTube, Facebook, on parlera des médias et des transformations qui existent dans les médias avec les nouvelles notions de data aujourd'hui et d'intelligence artificielle. C'est un peu pointu, mais vous allez comprendre qu'il y a vraiment des enjeux qui sont là. Et puis on parlera également de la proposition de Marc Simoncini, entrepreneur français, créateur de Mythique, de faire revenir à la maison un petit peu tous ceux qui sont partis créer des startups à l'étranger, qui ont parfois fait fortune, parfois pas d'ailleurs, et qui sont en tout cas partis créer leur vie professionnelle, leurs entreprises à l'étranger. Il leur demande de revenir pour participer à l'effort de guerre. C'est à peu près comme ça qu'il l'a présenté. On en parlera en fin d'émission. Premier sujet, Jennifer. On va peut-être présenter les invités. Ça peut se faire. C'est dans le domaine du possible, en fait. Alors, on a Stéphanie Delez. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, donc, qui est passée par TF1, par Eurosport et qui a fondé CAPA, donc une plateforme de recrutement. On a Julien Jacob. Bonjour Julien. Alors, vous avez été donc directeur général de CBS Interactive et du groupe 01. Et là, vous avez monté Média 2, donc une sorte de fournisseur de start-up pour les grands médias. C'est ça, Julien, on est d'accord ? Oui. Globalement. Et puis on a Philippe Couve juste à côté de moi. Bonjour Philippe. Alors vous êtes journaliste, vous avez co-dirigé le service internet de RFI, vous avez participé à l'aventure de différents pure players et aujourd'hui vous avez créé Samsa. Sur Samsa, on peut notamment apprendre à filmer de façon professionnelle avec un iPhone. On accompagne la transition numérique des médias, on va dire de manière générale. Ouais. Alors, le premier sujet dont on parle, c'est la guerre que se livrent YouTube et Facebook. On a vu fleurir énormément de vidéos sur Facebook qui sont hébergées directement sur Facebook aujourd'hui. Grâce à ce fameux bouton autoplay, évidemment. Et il y a une espèce de prime à l'embauche, entre guillemets, puisque Facebook récompense tous ceux qui publient des vidéos chez eux en offrant une diffusion beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir. Alors évidemment, tous les professionnels dont on fait partie sont engouffrés dans la brèche et ça représente aujourd'hui, comme pour beaucoup de monde, chez DBN, une partie non négligeable de l'audience. Oui, parce que c'est surtout en termes de visibilité effectivement, que Facebook offre une vraie récompense à toutes ces vidéos. Alors, pour riposter, il faut savoir que YouTube accuse Facebook directement de laisser faire, entre guillemets, le vol et la republication de ces vidéos. Alors, nous, on a été faire un petit micro-trottoir là-dessus. Écoutez. Tu regardes plus de vidéos sur Facebook ou sur YouTube, toi ? Moi, YouTube, moi. Plutôt sur Facebook, mais comme la plupart des vidéos aussi sur Facebook, elles sont liées à YouTube. Sur YouTube directement, parce que moi-même j'ai une chaîne YouTube, donc je m'intéresse beaucoup à ce sujet, j'ai beaucoup plus tendance effectivement à aller sur YouTube. Ouais. Alors l'autoplay sans le son, moi je ressens ça un peu comme quelque chose de perturbant plus qu'autre chose. Facebook parce qu'en fait le fil d'actualité tourne et il les met en opérationnel. Le fameux autoplay. Voilà, l'autoplay direct. Les gens se plaignent, etc., mais ont ce besoin d'allumer la télé, d'écouter, de regarder 17 fois la même image, etc. Et donc du coup, l'autoplay, en fait, même s'ils n'ont pas envie ou s'ils sont juste là pour voir la photo de leurs enfants ou de leurs amis, ils vont malgré tout rentrer dedans. Et oui, ils vont rentrer dedans. Vous, Julien, vous êtes plus Facebook ou YouTube en termes de vidéos ? Mais je crois qu'en fait, l'usage n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que Facebook, c'est devenu une porte d'entrée. Il ne faut pas oublier que Facebook est le plus grand des médias parce qu'il y a 80% des gens qui se connectent tous les jours, alors que YouTube est un site de destination. Et ça me fait sourire d'entendre YouTube dire qu'il y a du plagiat et qu'il y a du vol, parce que c'est quand même là-dessus que c'est pas faux. Facebook revendique 8 milliards de vidéos vues. Non, mais c'est tout à fait. Enfin, il est tout à fait normal. Comme il y a un trou noir, Facebook est en train de devenir un trou noir qui est en train d'aspirer tout, la messagerie, etc. Alors après, il y a des WhatsApp, il y a des choses qui sont à côté, il y a des YouTube qui sont à côté, etc. Mais il faut évidemment s'attendre à ce que Facebook dépasse, et je pense qu'ils l'ont déjà fait YouTube, et que YouTube devienne... c'est pas encore fait. En tout cas, Mark Zuckerberg annonce qu'il va le faire. Il y a une différence sur les chiffres, mais de toute façon, la tendance, elle est là. En 2-3 ans, la tendance, elle est très claire. Donc oui, les gens vont commencer à regarder les vidéos sur Facebook en plus grande masse, et puis ça n'empêchera pas certaines personnes qui veulent voir des vidéos d'aller regarder sur YouTube. C'est le procès Philippe. On n'est pas poli du tout. Stéphanie pour la fin. Je trouve ce débat assez piquant pour plusieurs choses. Un, voir YouTube dénoncer, comme disait Julien, le plagiat, le vol de contenu, c'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu. Ils sont nés là-dessus et qui se sont constitués là-dessus. Deuxième chose, je pense que pour poursuivre ce qu'a dit Julien sur médias de destination et kiosques en quelque sorte qui distribuent des contenus que serait Facebook, Facebook ressemble beaucoup plus aux médias
mass média qu'on a connu, où on se retrouve confronté à un contenu qu'on n'a pas demandé. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube, parce que sur YouTube, on clique pour avoir une vidéo. Là, on se retrouve comme lorsqu'on est sur la télé, on voit défiler une pub, on voit défiler une émission, etc., qu'on n'a pas spécifiquement demandé. Et donc là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Et puis, sur les statistiques, voilà, Facebook annonce des chiffres faramineux, mais de vidéos qui sont vues au moins 3 secondes. 3 secondes, c'est le temps qu'elles défilent dans le flux de tout un chacun. Donc, voilà. Il y a un deuxième classement qui existe à 30 secondes désormais pour se mettre plutôt du côté de YouTube. Et évidemment, tout d'un coup, quand on regarde les statistiques, c'est plus du tout les mêmes. Hein. C'est bien moins important. Stéphanie? Alors, les deux, mon capitaine, oui. et Facebook et YouTube, avec quand même un regard ultra surpris. C'est-à-dire que Facebook, ça a progressé à une vitesse fulgurante. Et effectivement, c'est un modèle de push. On push et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais sans oublier que quand même Facebook a des capacités d'analyse d'intelligence artificielle extrêmement poussées. Donc, je pense qu'ils n'en sont qu'au début. Et puis, effectivement, YouTube qui rouspète un peu, mais c'est la guerre n'est pas très honnête. Et puis, malheureusement, moi, j'ai envie de dire quand même malheureusement, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de YouTube et Facebook et on parle plus de personne d'autre concernant la vidéo. Et je pense que là où nous, Frenchie, on peut se battre, en revanche, c'est sur l'aspect pub sur ces vidéos-là, parce qu'il y a des très belles boîtes aujourd'hui. Tids, notamment. Voilà, Tids, ou moi je pense aussi à Sticky Ads. Il y a des très très belles boîtes aujourd'hui qui justement prennent ce créneau-là et inventent des nouveaux formats et sont leaders sur leur marché. D'autant que Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait payer les producteurs de contenu intelligents, importants, intéressants, qui font de l'audience plus cher que sur YouTube. Donc il veut essayer de gagner cette bataille-là en récupérant des vrais contenus qui ne sont pas piratés, essayer de gagner la bataille de l'argent. Ça, c'est pas une stratégie complètement idiote. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, ça peut faire du mal à YouTube qui paye assez mal globalement quand même. On va voir, pour l'instant Facebook ne paye pas. Ouais. Donc, entre zéro et mal, pour l'instant, c'est YouTube qui l'emporte. Le second sujet dont on parle, Jennifer, aujourd'hui. Alors, tous les médias n'ont plus qu'un mot à la bouche, c'est data, parce que selon eux, c'est vraiment la solution pour les aider à sortir de la crise. Alors, est-ce que ces médias traditionnels, les Figaro, les TF1, les Europe 1, ils vont réussir à s'en sortir? On a posé la question, écoutez. Est-ce que les médias traditionnels, type les Figaro, les Europe 1, les TF1, ils vont réussir à survivre face à cette montée fulgurante du numérique? Alors non, pour ceux qui n'ont pas compris que le web est ou sera l'avenir. Et oui, pour ceux qui l'ont compris et qui le maîtrisent. Ils ne pourront pas résister, ils auront juste à changer et à évoluer leur système, parce que sinon c'est clair qu'ils vont se faire marcher dessus, même rouler dessus. À mon avis, oui, parce que justement, ils vont jouer avec l'univers digital pour réussir à se réinventer, je pense. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Je crois que là aussi, il y a une synergie qui va se faire. Hein. De toute façon, on ne va pas être uniquement à 100% avec notre PC à consulter Facebook ou YouTube. Là, c'est un système qui commence à peiner de plus en plus, comme on le voyait pour le livre aussi. Et au final, ça revient quand même en force, puisqu'on le voit après que le livre numérique, en fait, les gens ont aussi envie d'aller acheter aussi du livre papier. Enfin, c'est assez... on revient aussi des fois à des anciens modèles. Est-ce que tous ces médias traditionnels vont disparaître? La réponse est non, oui, enfin comme vous voulez, c'est pas très clair. Et évidemment, tout le monde est un petit peu partagé là-dessus. De quoi parle-t-on précisément? On parle des data, c'est-à-dire de toutes ces collections de données qui permettent à la fois de produire du contenu. Aujourd'hui, on est capable de produire des contenus de façon très importante. Avec l'intelligence artificielle, ça se fait déjà dans la presse économique, on en parlera peut-être, et notamment aux États-Unis, où on produit des quantités industrielles d'articles via tout simplement des robots avec l'intelligence artificielle. On parle aussi des data qui permettent de cibler tout simplement les personnes. Et le grand Graal, finalement, dont on parle dans les médias aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir un média demain par personne qui soit une espèce de mélange de beaucoup de composantes différentes, un peu de vidéo, un peu d'audio, un peu de texte, un peu d'images, et que tout ça soit totalement personnalisé et livré en temps réel, avec la publicité qui va avec, évidemment, en temps réel, à chacune des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va commencer par Stéphanie sur ce sujet-là. Alors moi, j'ai travaillé 15 ans dans un grand média en France et effectivement, jusqu'au début des années 2000, il était tout puissant. Et là, moi, je parle de TF1. C'était le média tout puissant, la piste aux étoiles avec les grandes stars. Et puis finalement, TF1 a eu du mal à prendre ce virage digital. Et en fait, ça a permis à des centaines de startups de s'engouffrer et de créer
de créer des nouveaux formats, de créer des nouveaux contenus que personne ne voulait faire ou que personne n'osait faire, de créer des nouveaux tons. Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, Internet, ça permet quoi? Internet, le mobile, etc., ça permet surtout de consommer comme on veut. C'est-à-dire qu'avant, une chaîne de télévision, on arrivait à 20h, on était obligé de se taper le journal de 20h jusqu'à 20h30, on ne pouvait pas voir le film avant, après. Et pour moi, la grande révolution, elle est là. C'est que maintenant, on a à disposition tout ce qu'on veut et on peut le consommer comme on veut. Je pense que là où les médias traditionnels ont une carte à jouer, c'est sur la critique au sens philosophique. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas vraiment quelle valeur donner à ce qu'on voit. Et la qualité des contenus faits par les journalistes, c'est que justement, on nous apporte une analyse, une critique qui nous permet de voir l'actualité ou de voir les événements différemment. Et je pense que c'est là où les journalistes, les médias traditionnels ont une carte à jouer en apportant ce niveau critique que les autres n'ont pas forcément envie de jouer. D'ailleurs, ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Julien, l'ancien patron de Média, qu'est-ce qu'il en pense? Nous, on faisait ça. Alors, il y a deux choses dans la question. Il y a la partie produire de l'information avec la data de manière automatique. Donc, nous, c'est des technologies qui existent depuis les années 2000. Nous, on faisait ça chez ZDNet, sur les sites de nouvelles techno. Ça marchait bien déjà? Ça marchait très bien, mais en fait, c'est un gros fantasme. Il faut se rendre compte que c'est utilisé quand il n'y a pas de sens à ce qu'un humain le fasse. Donc, nous, on le faisait sur 300 000 fiches techniques de clés USB. Faut dire qu'il y aurait eu des suicides là. Voilà. Le Monde l'a fait récemment sur les 22 000 résultats au régional. Aux États-Unis, vous en parliez tout à l'heure, c'est sur les ligues de baseball qui ne sont couverts par personne. Donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour les médias. Et pour reprendre le point de Stéphanie, c'est que les journalistes continuent à faire leur job et à apporter la valeur ajoutée. Et par contre, ça donne la possibilité aux médias de couvrir un nombre de contenus incroyables qu'on ne pouvait pas couvrir avant. Donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et de concentrer donc leur force sur du contenu à valeur ajoutée. Voilà, parce que si un journaliste écrit comme un ordinateur, dans ce cas-là, effectivement, il y a un problème. Avec les technologies d'aujourd'hui. Philippe? Il y a deux îlots qui vont exister pour les médias. D'un côté, effectivement, de la news comme une commodity, c'est-à-dire sans véritable valeur ajoutée, que pourront produire les ordinateurs, les programmes, les algorithmes, etc. Et c'est ce qu'on a vu pour les résultats des départementales. On le verra pour les résultats des régionales avec la start-up Scilabs qui fait ça en France pour Le Monde, etc. et qui est capable de produire ce genre de contenu. De l'autre côté, ça va poser une question pour les journalistes. Effectivement, si la production humaine n'est pas sensiblement différente de la production de l'ordinateur, elle n'a pas de raison d'exister. Donc, il va falloir de l'incarnation, il va falloir du reportage, il va falloir du ton, il va falloir de l'humain. Et une partie de l'activité traditionnelle des journalistes, probablement, va disparaître. Ce qui consistait à prendre une dépêche AFP, à bâtonner, comme on dit dans le jargon. C'est le boulot le plus pénible qu'on puisse avoir quand on est journaliste, quand même, hein, c'est de faire cette espèce de travail de fourmi qui est un peu fastidieux. Oui, mais ça représente... historiquement, une part relativement importante de l'activité. Et je pense que cette part-là de l'activité, elle est appelée à disparaître. On faisait aussi faire ça par des stagiaires. Donc déjà, voilà. Ça va réduire un tout petit peu. Alors après, il y a la distribution. Est-ce que vous croyez, vous, aux médias unitaires? C'est-à-dire une personne, un média, qui soit une forme d'agrégation à l'arrivée, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui d'une certaine façon, de l'ensemble des médias. Aujourd'hui, on consomme un morceau de Figaro, un morceau d'Europe 1, un morceau de TF1, et tout ça se mélange dans un média qui devient personnel. Mais demain, est-ce que tout ça n'aura pas finalement un ciblage beaucoup plus précis? Non. Non, moi je crois pas. La fonction du média, c'est aussi de déterminer l'agenda. C'est la surprise, c'est la sérendipité. Elie Pariser aux États-Unis a écrit un bouquin qui s'appelle The Filter Bubble, qui montre ça, c'est-à-dire que à force de faire de la personnalisation, en fait, vous rentrez dans une bulle, dans un filtre autour de vous, qui fait que si vous êtes démocrate, vous n'êtes qu'exposé à des choses démocrates. Si vous avez le foot, c'est que le foot, etc. Or, l'humain, il n'est absolument pas constitué comme ça. Et pourquoi on s'allonge dans son canapé ou on regarde Facebook, c'est parce qu'on a besoin d'être surpris, on a besoin de voir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, sur ZDNet, pour reparler de ça, à l'époque, on avait fait de la personnalisation, c'était 3% du trafic.
Donc il y a une part de gens qui vont vouloir de la personnalisation. Honnêtement, la plupart du temps, c'est des professionnels. Donc là, c'est les journalistes qui se regardent eux-mêmes en se disant tiens, moi j'aimerais bien avoir un truc de personnalisation dont tout le monde en veut, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais non, la fonction du média, c'est précisément de surprendre et de proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Stéphanie, d'accord avec ça ou pas? Alors, d'accord sur ce point-là, mais je pense que avec la génération Y, Z, et puis la prochaine, on n'a qu'à l'appeler AA, tiens. Parce on va recommencer l'alphabet à 0. 5A, comme l'andouillette. Voilà, comme l'andouillette, on va l'appeler ça AA. Je pense quand même qu'il y a des outils qui sont mis en place, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le push notif. C'est-à-dire que oui, si j'ai envie d'aller picorer, effectivement, je suis entièrement d'accord et ça participe à cet esprit critique. Mais c'est aussi qu'à un moment, je vais recevoir, parce qu'on me connaît bien, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, je suis en vacances et que je ne suis pas en train de bosser, parce que quand je suis en vacances, je consulte plutôt ce type d'information, je vais recevoir une push notif qui va plutôt m'informer m'alerter, qu'il faut que j'aille voir cette information. Donc oui, entièrement d'accord, mais... J'aime bien entièrement d'accord, mais avec une génération où on est beaucoup plus zapping, et comme on a de moins en moins le temps, parce que le luxe aujourd'hui c'est le temps et c'est rien d'autre, et bien finalement ces push notifs qui se basent sur de l'analyse de data, de mes consommations, de là où je suis, de ce que j'ai envie, etc. Et bien finalement on en arrive quand même à faire de l'ultra personnalisation. Petit mot de conclusion sur ce sujet-là de Philippe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Je pense que Facebook incarne notamment le fait que le média personnalisé existe aujourd'hui, puisque de facto, c'est un média personnalisé qui prend à droite à gauche. Et il n'y a pas de fil de news identique pour personne, je pense, sur Facebook aujourd'hui. Donc, ça existe déjà. Je pense que le problème, il est double pour les médias. Il est à la fois du côté éditorial et comment délivrer l'information auprès de leur audience, et il est également publicitaire. Et on sait qu'aujourd'hui, les médias sont encore relativement en retard sur les notions de ciblage, de targeting, etc., de leur audience, et beaucoup d'entre eux, dans les médias traditionnels, sont restés longtemps dans des logiques de mass média, affichant des centaines de milliers ou des millions en termes d'audience. Or, aujourd'hui, si moi, je veux acheter de la pub sur Facebook, je peux demander, ce sont des hommes, des femmes, quel âge ils ont, quels sont leurs centres d'intérêt, où est-ce qu'ils habitent précisément. Et ça, aujourd'hui, les médias sont encore en train de constituer leur base de connaissances pour pouvoir délivrer ça. Et les deux sujets sont liés parce qu'on peut le faire pour les publicitaires, mais derrière, ça permet aussi d'affiner les besoins et ce qu'on envoie à chacun des segments du public qu'on vise. C'est le deuxième numéro du Grand Débat du Web, avec toujours le hashtag LGDW. Et il y a au moins une constante qui s'impose depuis 2 numéros, c'est qu'on est en retard de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais je crois que ça, c'est congénital en matière de télévision. On a un troisième sujet qu'on va traiter extrêmement rapidement. Vous l'avez dit, donc Bertrand, au départ, donc Marc Simoncini, il est au cœur d'une polémique parce que depuis dimanche, il incite les entrepreneurs français à, entre guillemets, revenir au pays. Alors, il a continué aussi il y a quelques jours, il leur demande de payer leurs impôts, aussi en France, surtout avec les événements tragiques qui se sont passés il y a quelques jours. Alors, on a fait un micro-trottoir là-dessus. Écoutez. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de Marc Simoncini d'inciter les entrepreneurs français à revenir au pays, entre guillemets ? Je dis qu'il a raison, la France a plein d'atouts, c'est juste qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les met peut-être pas assez en avant. À mon avis, c'est très bien. Je pense qu'au niveau de la France, on a encore plein de choses à faire, notamment au niveau du web et du digital. On a encore plein de choses à créer, donc je pense que c'est très bien. Aujourd'hui, je rencontre des gens de partout dans le monde, et pour moi, c'est ça Internet, c'est justement cette connexion. On est tous humains avant tout, et on est tous interconnectés. Et je pense qu'à un moment, il faut oublier un petit peu, je suis français, je suis anglais, je suis... Stéphanie, les entrepreneurs français ils doivent revenir au pays ? Les entrepreneurs français, surtout, ils vont partir du pays. Si ça continue comme ça. Pourquoi ils partent ? Tout simplement parce que c'est du bullshit, tout ce qu'on nous raconte. Premier bullshit, vous montez votre boîte. Alors oui, il y a des aides. Sauf que les aides, en fait, on vous les octroie. Et première année, bing, contrôle fiscal. Premier problème. Deuxième problème, recruter en France. Recruter en France, ça devient quasiment impossible. Impossible parce que vous payez des prud'hommes, parce que les charges sont ultra élevées. Donc c'est compliqué. Et puis, troisième problème, aujourd'hui, les bons, ils sont plus là.
Moi, je le vois. J'essaie de recruter des jeunes, j'en ai. Là, sur mon équipe, j'en ai 2 dans les 6 derniers mois qui partent, un au Canada et l'autre à New York. C'est pour ça que Frédéric Mazella a mis en place, avec d'autres, Reviens Léon, pour inciter les bons développeurs. Oui, mais notamment, Reviens Léon, avec France Digital, ça fait 4 ans qu'on se bat pour dire, attention, être entrepreneur, souvent être entrepreneur les 3 premières années, c'est gagner moins que ses salariés, c'est avoir aucune sécurité, c'est ne pas pouvoir emprunter et ne pas pouvoir changer de logement parce qu'on n'a pas un CDI, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, la France n'est pas organisée, n'a pas ses politiques publiques et ses engagements faits pour que les entrepreneurs puissent développer des grandes entreprises et qu'une fois qu'ils y arrivent, ils se cassent parce qu'effectivement, après, il y a un problème d'impôt. Bon, ils vont pas revenir pour des raisons patriotiques uniquement pour faire plaisir à Marc Simoncini. Alors, Marc Simoncini a raison de le dire parce que quelquefois aussi, c'est facile de dire oui, la France, vive la France, et puis on est à New York parce qu'on essaie de lancer un truc, et puis dès qu'on a mal aux dents ou mal au ventre, on rentre en France parce que les hôpitaux sont meilleurs, parce que etc., etc. Donc au bout d'un moment, faut dire les choses. Les écoles, la formation en particulier des ingénieurs en France est extraordinaire. Il faut absolument que tous ces jeunes-là, et même ceux qui n'ont pas fait d'école d'ingé, mais qui ont envie de bosser dans le web, restent chez nous parce qu'on a des startups extraordinaires. Mais il faut nous aider maintenant. Il faut vraiment nous aider et il faut arrêter de nous faire croire que ça va mieux. Non, ça ne va pas mieux. En face de vous, un autre entrepreneur, samsa.fr. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Oui, 100 fois oui. Oui pour les entrepreneurs qui sont partis à l'étranger. Oui pour ces boîtes, les GAFA et autres, qui ne payent pas d'impôts sur les marchés sur lesquels elles réalisent une partie importante de leur chiffre d'affaires. Peut-être que c'est le moment de rouvrir le dossier ouvert par Colin et Colin dans leur rapport en disant c'est la collecte de data qui doit aujourd'hui servir d'assiette pour l'imposition et non pas le chiffre d'affaires généré qu'on déplace d'un pays à l'autre au gré des écritures comptables. Mais vous collectez des datas, vous êtes Facebook, vous collectez des datas sur 26, 27, 28 millions, je ne sais pas combien de Français aujourd'hui. Donc votre imposition va être basée sur ce volume de data. On est bien d'accord avec ça, mais ils reviennent pas. Il faut qu'ils reviennent, oui. Ouais. Bien sûr, il faut qu'ils reviennent. Aujourd'hui, il y a des moments, les choses sont relativement simples. Et si on se reporte dans différentes époques de notre histoire, il y a effectivement des gens qui sont allés à l'étranger pour se battre pour leur pays. Et il y en a qui sont allés à l'étranger pour prendre l'air pendant que d'autres se battaient sur le terrain. Voilà, chacun aujourd'hui est face à sa conscience, sa responsabilité et l'histoire qu'il racontera à ses enfants dans quelques années. Bon, la responsabilité de Julien Jacob, ce sera de conclure rapidement ce débat. Je ne veux pas être d'accord, parce que sinon, c'est pas... Ce serait pas marrant, et en même temps, vous ne seriez pas Julien Jacob. Et voilà. Et non, moi, j'ai une fille, et je me sens citoyen du monde. Je pense que les murailles de Chine, c'est fini. Et donc, comme le jeune homme qu'on a vu aussi, là. Je suis très fier de voir des Français qui partent à l'étranger. Et s'il y a un succès d'une start-up qui a un Français dedans, le fait qu'elle soit localisée à San Francisco ou ailleurs, ça ne me dérange pas. De toute façon, les capitaux sont tous mélangés. Je suis complètement d'accord sur l'histoire des GAFA, mais je pense que c'était pas sur le sujet premier de Simoncini. Et moi, je pense qu'il faut être aussi confiant dans son pays, c'est-à-dire que aller faire des études à l'étranger, s'ouvrir au monde, apprendre les cultures des autres, avoir des formations extrêmement bonnes aussi à l'étranger, parce qu'il y en a pour in fine revenir, parce que généralement un expatrié y revient au bout d'un moment. Je pense que ça fait partie de l'économie globale dans laquelle on est, et que pour la richesse individuelle, je pense que c'est très bien de partir à l'étranger. On a eu tous les avis et c'était fait pour ça, cette émission, voilà. C'est bien. Merci Julien, merci Stéphanie, merci Philippe. Salut Jennifer, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, avec d'autres thèmes encore. Bon, on a pas mal de choses encore une fois de plus. On a été très très en retard, mais ça on va s'y habituer. Ça veut dire qu'on avait des choses à dire. Ça veut dire qu'on avait des choses à dire, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel événement comme ça, c'est-à-dire notre grand débat du web avec les grandes voix du web. Salut.